Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h de Public Sénat. La tempête boursière, elle continue à travers le monde, un vent de panique qui touche aujourd'hui toutes les places mondiales. À Washington, George Bush se dit déterminé à continuer à agir pour sortir de la crise. Il n'y aura pas finalement d'amnistie financière. Le gouvernement a clos la polémique déclenchée par Bernard Accoyer. La proposition du président de l'Assemblée nationale avait suscité le tollé de la quasi-intégralité de la classe politique. Picasso, mais pas seulement. Pour 4 mois, les plus grands artistes du XXe siècle, de Miro à Warhol, s'installeront au Musée du Luxembourg. Une autre facette de l'art moderne à découvrir à partir du 16 octobre. C'est très bientôt. Nos invités qui nous rejoindront à l'issue de ce journal, Jacques Muller, sénateur vert du Haut-Rhin. On parlera de votre colloque, mais on parlera bien entendu également de la crise, sur lequel nous reviendrons avec Agnès Benassi-Kéré, qui nous rejoindra du Centre d'études prospectives et d'information internationale. Et je rejoindrai en fin de journal Jérôme Soletti, qui viendra nous parler des médicaments, et plus précisément des médicaments à la maison. Cette fois, le mot n'est pas trop fort, c'est bien un crash boursier qui affecte toutes les places financières mondiales. Dans la foulée de Wall Street hier et des bourses asiatiques cette nuit, le CAC 40 a plongé encore aujourd'hui à Paris de près de 8%. Et à l'ouverture de Wall Street, elle poursuivait son processus de baisse, un vendredi noir qu'a suivi pour vous Fabrice Cunet. Moins 7, moins 8 et jusqu'à moins 10%, les marchés financiers poursuivent leur chute libre ce vendredi. Les analystes n'hésitent plus à parler de panique malgré les mesures prises par les banques centrales et les annonces des différents gouvernements. Pire, le secteur bancaire n'est plus le seul concerné. Il y a une récession qui s'annonce clairement. On va avoir une croissance probablement négative aux États-Unis, en Europe l'année prochaine. Donc toutes les entreprises corporelles, donc qui font de l'économie réelle, les Saint-Gobain, Renault, Lafarge et autres, elles vont souffrir énormément. Elles vont probablement continuer à souffrir. Et c'est pour ça que le marché est en train de les abaisser. Pour ce cabinet d'intermédiaires financiers, tout ne serait pas encore perdu. Dans ce contexte de perte de confiance généralisée sur les marchés, il faut un acteur extérieur. Cet acteur serait l'État garant. Ça peut passer par les États qui rentrent dans le capital des banques, mais ça peut aussi passer par une annonce très forte d'un part des États de dire on garantit à très court terme la dette des banques. Alors on va peut-être pas tout garantir, ça serait quand même un risque très fort, mais on peut garantir à très court terme. Ça peut passer aussi par ce que font aujourd'hui beaucoup d'États européens de dire on garantit les dépôts bancaires. Ne craignez rien, vous avez une assurance aujourd'hui, retirez pas votre argent de votre banque parce qu'on vous garantit que derrière il y a l'État qui fera en sorte que ça n'arrive pas. Cet interventionnisme étatique implique un changement de mentalité et un plan commun aux différents grands pays industrialisés. Sur ce dernier point, les gouvernements semblent tomber d'accord, à l'image de José Luis Zapatero et Nicolas Sarkozy, qui appellent aujourd'hui à une action forte et coordonnée. Alors justement, face à la panique boursière, les politiques du monde entier tentent de colmater les brèches. Les représentants du G7 sont en ce moment même réunis à Washington et c'est de la Maison-Blanche que George Bush s'est exprimé cet après-midi. Le président américain se dit déterminé à poursuivre son action. Nous pouvons sortir de la crise et nous sortirons de la crise. Nous nous inquiétons de la possibilité que certains investisseurs manipulent le marché boursier de manière illégale. Donc il y a des actions de détection de fraude et de manipulation. Des gens qui seront responsables de cela seront poursuivis en justice. Nous allons continuer à agir pour stabiliser les marchés financiers et pour restaurer une économie en croissance. Nous avons une excellente équipe. De Washington également, c'est Christine Lagarde qui s'est prononcée en faveur d'une coordination élargie face à la crise, allant bien au-delà des seuls membres du G7. Autre conséquence de l'ouragan boursier, la baisse du pétrole qui passe aujourd'hui sous la barre des 80 $. En France, cette fois, c'est le chômage qui pourrait brutalement remonter. C'est ce qu'affirment les représentants de la CGPME, citant des sources et des données, je cite, préoccupantes, des ACDIC. Autre tempête, celle suscitée par la proposition de Bernard Accoyer d'une amnistie fiscale pour faire face à la crise. La proposition du président de l'Assemblée nationale a déclenché une volée de bois vert de la gauche. Une réaction du gouvernement cet après-midi, le gouvernement qui écarte ce soir la proposition Accoyer. Celle-ci, dit Luc Châtel, le porte-parole du gouvernement, ne constitue pas une idée juste. Fin de citation.
Et puis l'autre information majeure de cette journée, c'est la remise du prix Nobel de la paix pour l'ancien médiateur de l'ONU au Kosovo. L'ancien président finlandais Martti Ahtisaari est récompensé pour ses nombreuses missions de paix menées un peu partout à travers le monde. Cet après-midi, c'est Paris qui appelle les États qui ont encore la peine de mort à les abolir. Un appel lancé par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Yahya Ramayad, à l'occasion aujourd'hui de la journée nationale et mondiale contre l'abolition de la peine capitale. La non-violence peut-elle être un mode de gouvernance pour le XXIe siècle? C'est 40 ans après la disparition de Martin Luther King que le mouvement pour une alternative non violente s'est posé cette question aujourd'hui au Sénat dans le cadre d'un colloque. Compte rendu tout de suite, Nicolas Béard. Il y a moins d'un mois, il était devant les juges. Aujourd'hui, José Bové était au Sénat. Il y vantait les mérites de la non-violence dans l'action politique. On essaye de construire nos actions toujours dans la philosophie de l'action non violente, dans le respect des personnes et dans le fait qu'on se bat toujours pour construire un droit collectif par rapport à des intérêts individuels. En d'autres termes, affirmer ses droits de manière pacifique. Gandhi et Martin Luther King ont ouvert la voie. La non-violence est une alternative à la résolution des conflits. C'est aussi une arme de communication. Il faut gagner la bataille de l'opinion publique. Si j'utilise la violence, je vais créer un débat, non pas sur l'injustice que je combats, mais sur la violence que je commets. La non-violence est une lutte. Donc elle est dure aussi et elle assume le conflit pour pouvoir précisément construire la justice. Il y a un an, en Inde, Raja Gopal a porté les revendications de 25 000 paysans sans terre jusque sous les fenêtres du gouvernement. Le pouvoir a entendu et il a cédé. Il aura suffi d'une marche. Comme disait Gandhi, dans une société où c'est œil pour œil, dent pour dent, on obtient une société aveugle et édentée. Ce n'est pas la société que nous voulons créer. Autant de témoignages pour démontrer une simple chose, la non-violence, ce n'est jamais l'inaction. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel demain à Colombey-les-Deux-Églises pour l'inauguration d'un nouveau mémorial consacré à la vie du général de Gaulle. Une manifestation très symbolique, 50 ans après la rencontre historique entre Charles de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer. Vous pourrez suivre demain à partir de 15 h la conférence de presse commune du président français et de la chancelière allemande. Il n'y a pas que Picasso pour éclairer la rentrée artistique de la capitale. La collection Berardo, elle s'installe au musée du Luxembourg pour 4 mois. Miro, Dali, Breton ou encore Mondrian et Warhol, en tout 70 œuvres qui décrivent une autre face de la peinture du XXe siècle. Lise Pressinck. Une drôle de créature devant le musée du Luxembourg, sous ses mètres de scotch, un César. L'une des œuvres de la collection Berardo qui sera présentée ici. À peine sorties des cartons, les toiles sont inspectées. Le chemin depuis le Portugal s'est passé sans encombre, grâce à un transport ultra sécurisé. Des camions avec climatisation, avec la suspension pneumatique et la façon d'enlever les œuvres des boîtes. Toutes les boîtes sont isothermiques. Avant l'accrochage, dernière mesure à prendre, dernier boulon à visser. Un moment délicat pour des œuvres de grande valeur, à manier avec précaution. Il faut être très calme, très minutieux, assez précis et surtout pas s'affoler, faut être bien coordonné ensemble. Surréalisme, abstraction, pop art, tous les courants artistiques du XXe siècle ici se croisent. 74 pièces seront exposées. Un aperçu de la collection des 862 œuvres de José Berardo, un entrepreneur portugais, collectionneur d'art. J'essaie plutôt de choisir en fonction du futur visiteur, c'est-à-dire c'est une sorte de grande promenade dans le XXe siècle, avec des ruptures, mais aussi avec des relations comme cela que j'essaie de mettre en évidence. En général, c'est une œuvre par artiste, donc ça veut dire une sorte d'émiettement qui pourrait être catastrophique. Et en fait, on s'aperçoit qu'à chaque fois, c'est toujours le bon achat au bon moment. Dans quelques jours, les caisses auront disparu. Le plastique laissera place à la moquette qui sera foulée par les visiteurs dès jeudi prochain. Voilà une magnifique exposition à voir pendant 4 mois au musée du Luxembourg. Donc elle ouvre le 16 octobre, je vous le rappelle. On se retrouve tout de suite avec nos invités.
C'est Agnès Benassi-Kéré qui nous a rejoint sur ce plateau. Vous dirigez, Madame, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui encore, les chiffres sont alarmistes. Le CAC 40 a clos aujourd'hui à Paris à moins 7,73%. Il a perdu 22% de sa valeur en une petite semaine. Est-ce que cette nouvelle journée noire vous a surprise aujourd'hui, Madame ? Non, ça m'a pas complètement surprise. On sait que les mesures qui ont été prises jusqu'à présent, qui sont essentiellement donc le plan Paulson, en Europe la recapitalisation des banques, et puis par ailleurs l'assurance des dépôts qui a été étendue dans plusieurs pays européens, ces trois mesures ne suffisent pas à rétablir la confiance. Et pourtant, Madame, c'est des milliards et des milliards d'euros et de dollars qui sont injectés dans l'économie et dans les banques mondiales aujourd'hui. Oui, c'est des milliards qui sont soit injectés par des opérations de type en capital, où l'État rentre dans le capital de banques et contracte en échange éventuellement une dette. Donc on a une augmentation, disons, du bilan de l'État, sans forcément que la dette nette augmente. Ça, je pense qu'il faut quand même le dire. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a trois sujets qui n'ont pas été traités pour l'instant, en réalité, qui sont d'abord le marché immobilier américain, qui continue de s'effondrer, et il y a pas vraiment de changement de régulation, de mesures qui seraient prises sur les prêts hypothécaires des individus, des ménages aux États-Unis. Il y a le marché interbancaire qui est toujours bloqué. Donc on voit commencer à se dessiner des solutions, mais pour l'instant rien. Et enfin le sujet des normes comptables qui a été discuté le week-end dernier et qui met comme fin octobre comme échéance, ce qui nous paraît assez lointain, puisque si on fait moins 7% par jour, où est-ce qu'on va aller ? Alors justement, une dépêche nous apprend à l'instant, par exemple, que le gouvernement allemand étudie toutes les options imaginables pour lutter contre la crise. On sent bien une sorte de désarroi finalement des politiques dans cette affaire. Il y a un certain désarroi. En même temps, je pense que les grosses erreurs de 1929, si vous voulez, ne sont pas commises aujourd'hui. Et je pense que les gouvernements ont bien compris que mettre beaucoup d'argent, c'est pas forcément spolier le contribuable ultérieurement. C'est prendre des risques, ça c'est sûr. Le contribuable aujourd'hui prend des risques, mais quand on dit on met 3 milliards dans Dexia, ça ne veut pas dire que le déficit budgétaire augmente de 3 milliards, pas du tout. C'est des opérations en capital, et donc ça peut être gagnant même, puisqu'on peut penser quand même, si on regarde un petit peu plus long terme, on peut penser qu'il y aura toujours besoin de banques en Europe. Donc racheter des parts dans des banques à un prix très bas pour les revendre plus tard à prix plus élevé, puisque l'État a du temps, peut le faire, l'État ne meurt pas, donc il n'y a pas de problème. C'est pas forcément une mauvaise opération. La difficulté, c'est de le faire adroitement, de manière à pas laisser de plumes, et de le faire simultanément à un changement de la régulation. Donc de la concertation, de la coordination entre les acteurs politiques en particulier. En même temps, on dit, bon, les banques, quand elles sont trop grandes, elles ne peuvent pas faillir, elles ne peuvent pas faire faillite, parce que l'État ne pourra pas laisser faire ça, mais on voit aussi que quand elles sont trop grandes par rapport au pays, eh bien, c'est le contraire, c'est l'État qui n'est pas crédible. Un État peut pas racheter 4 fois son revenu dans les banques. On l'a vu dans le cas de l'Islande. Le cas du Royaume-Uni est assez inquiétant à cet égard. Jacques Muller, comment vous observez cette crise ? Je rappelle que vous êtes sénateur vert du Haut-Rhin. Écoutez, l'ancien professeur d'économie générale que je suis... Et ancien prof d'éco. Ancien prof d'éco, eh oui. Je me dis, ce qui devait arriver est arrivé. Je me rappelais faire des cours avec mes élèves dans les années 90, quand on reprenait les statistiques de l'évolution du produit intérieur brut et de l'évolution des cours boursiers. Mais on se rend compte que maintenant, si on a une pente donnée pour l'évolution du PIB, avec des petites phases d'accélération, la bourse peut s'écarter très haut, vers le haut, ou vers le bas. Mais sur le long terme, il y a un effet de balancier. On revient au centre de gravité, à l'économie réelle. Or, qu'est-ce qu'on peut constater ? Ça fait que maintenant une bonne quinzaine d'années, l'économie financière est complètement déconnectée de l'économie réelle. Vous nous dites, monsieur le sénateur, que le prof d'économie que vous étiez a vu des choses que les meilleurs experts n'ont pas vu venir. Non, parce qu'en fait, la bulle financière s'est développée à partir de 2 causes, on peut dire. La première, c'est que nous avons une déconnexion depuis un bon nombre d'années de la part des salaires dans la richesse créée. Les revenus du capital prennent une part croissante de notre produit, de notre richesse, et ce phénomène a démarré en gros à partir du début des années 80. Pas simplement en France, je dis bien dans tous les pays d'Europe. Ces revenus du capital ont alimenté la spéculation boursière, et le deuxième événement, deuxième nouveauté si vous voulez, c'est qu'on a inventé
On a inventé de nouveaux mécanismes financiers à haute dose de mathématiques, dans lesquels on peut se permettre de prêter de l'argent qu'on n'a pas, etc. Et puis il y a eu cette fuite en avant, et aujourd'hui, on est devant la réalité. Des banques ont été mises en difficulté, notamment dans le domaine immobilier, à cause de la fuite en avant des prêts hypothécaires américains. Alors, le diagnostic, bon, on l'a à peu près compris, en particulier ce risque pris, ces risques énormes pris sur ces produits extrêmement instables et volatiles financiers. Aujourd'hui, qui est le maître du jeu? Est-ce que ce sont, par exemple, les politiques, aujourd'hui réunis à Washington? On le disait tout à l'heure. Aujourd'hui, il est clair que l'ultime recours face à l'effondrement du système bancaire, c'est bien l'État. Bon, alors ça me fait d'ailleurs un peu sourire, puisqu'on a critiqué, il est de bon ton de critiquer depuis une bonne quinzaine d'années l'intervention de l'État dans l'économie, mais aujourd'hui, seul l'État peut garantir les créances, les dépôts qui ont été faits par les ménages, et donc heureusement que l'État est là finalement. Madame Bellassi-Kéré, sur ce retour de l'État et de l'interventionnisme étatique. Oui, je crois que tout simplement, on est dans une période où en gros, il n'y a plus de banque. Et donc l'État se substitue aux banques. L'État est aujourd'hui le seul qui peut emprunter sans aucun problème, à des taux très bas. Et donc l'État s'endette de manière à faire le travail des banques à leur place, tout simplement, et se substitue aux banques en dernier recours. Alors, quand on dit que l'État, c'est aussi l'État et la Banque centrale. Alors, la Banque centrale est publique, mais c'est aussi la Banque centrale qui joue son rôle de prêteur en dernier ressort pour les banques. Est-ce que cette crise, selon vous, sera longue, pourquoi pas très longue aujourd'hui? Je crois que il faut pas sous-estimer les capacités de l'économie américaine à rebondir, qui a toujours été stupéfiante par le passé. Mais néanmoins, je pense qu'on est quand même au début, c'est-à-dire que pour l'instant c'est la crise financière, on n'a pas encore vu la crise réelle de l'économie réelle. Et c'est bien ça le problème, parce que on peut être choqué des milliards qu'on met dans le système bancaire. En réalité, c'est pas pour sauver les cadres supérieurs des banques. C'est pas pour ça. La véritable raison, c'est que tout point de croissance coûte extrêmement cher à l'ensemble du pays. Et donc, si on coupe les vivres aux entreprises du pays, évidemment, ces entreprises vont réduire l'activité, licencier, et c'est ça qui va être coûteux. Et c'est pour ça que l'État. En France, on annonce déjà peut-être une nouvelle hausse du chômage importante. Écoutez, l'économie réelle ne peut que souffrir, évidemment, à partir du moment où il n'y a plus de crédit, notamment pour les PME, qui sont les premières touchées aujourd'hui dans le système. Donc, il est important, effectivement, de rétablir la dynamique du prêt, notamment de trésorerie, de liquidité, dont ont besoin les PME pour travailler au quotidien. Mais pour revenir sur la question américaine, c'est vrai que l'économie des États-Unis a montré sa capacité à rebondir. Elle a quand même cette particularité par rapport à toutes les autres au monde, je dirais, aujourd'hui, c'est de reposer par l'année dernière, depuis une vingtaine d'années, sur un endettement démentiel, quoi. L'économie américaine qui tire l'économie mondiale vit à crédit. Alors en fait, c'est... Mais un crédit qui a également suscité de la richesse et un développement économique sans précédent. Tout à fait. Sauf que effectivement, quand on incite des ménages à acheter des maisons en faisant des prêts sur 40 ans dans un marché du travail sur lequel la norme c'est l'emploi précaire, à un moment donné ça... Les États-Unis, justement, en pleine période électorale, on a un peu l'impression que rien ne peut se faire avant l'élection. C'est-à-dire avant un mois, grosso modo. Oui, et puis le débat c'est un peu bizarre parce qu'on voit bien qu'il y a des moyens publics énormes qui sont mis. Donc, avec un risque énorme, bien supérieur à ce qui est fait en Europe, parce qu'en fait, la manière dont les États-Unis voulaient au secours de leurs banques est potentiellement beaucoup plus coûteuse pour le contribuable. Combien? 7 000 milliards de dollars. 700 milliards de dollars, le plan Paulson. Et surtout, ce qui est important, c'est que jusqu'à présent, c'est en train de changer, mais jusqu'à présent, c'est essentiellement débarrasser les banques de leurs mauvais placements. Et donc ça, c'est favorable à l'actionnaire, puisque automatiquement le prix de l'action remonte. C'est favorable donc à l'actionnaire en place, et c'est défavorable aux contribuables. Alors évidemment, le plan Paulson n'est pas aussi simple. On prévoit de taxer les banques qui survivront à la crise. Mais ce sera plus tard, ce sera une nouvelle administration, donc je serai contribuable aux États-Unis, je serai un peu inquiète. En Europe, c'est plus direct d'une certaine manière. L'État rentre dans le capital, ça dilue le capital, les actionnaires en place sont spoliés,
et c'est eux qui ont pris le risque, tout est normal. Exemple Dexia, il y a peu de temps. Et l'État récupère quelque chose, donc une action sur une grande banque universelle qui potentiellement pourrait avoir de la valeur ultérieurement. Alors que les actifs dits toxiques, on ne sait pas s'ils vaudront une valeur positive à l'avenir. Un mot, Jacques Muller, pour conclure sur ce point. Écoutez, deux observations quand même. Le politique que je suis se dit que les États interviennent massivement aujourd'hui pour garantir surtout la cohésion du système bancaire, parce que sans système bancaire, le capitalisme ne fonctionne pas. Et c'est une bonne chose. Mais je me dis, il y a quand même des problèmes sur la planète, des problèmes humains, des problèmes sociaux. Je pense à la malnutrition, des phénomènes comme ça, où on avance quand même beaucoup plus parcimonieusement. Et moi, sur le plan éthique, ça me choque. Et la deuxième observation, c'est le changement climatique. Vous savez, aujourd'hui, on peut à quelques milliards, on peut sauver le... On peut sauver. Jacques Muller, vous parliez d'éthique, vous organisez un colloque aujourd'hui au Sénat, en particulier autour de la non-violence comme mode de gouvernance pour les années à venir. Est-ce que c'est réaliste face à des crises comme on les voit se développer actuellement? La non-violence ici, c'est pas une question d'injecter des milliards ou pas dans le système. Je crois qu'aujourd'hui, tout responsable se doit de faire en sorte, politique, se doit de faire en sorte que le système bancaire ne s'écroule pas. Par contre, quand même une question. Et ce sera la dernière, allez-y. Bien sûr. Il nous reste quelques minutes. On peut lutter contre cette crise financière en injectant des milliards. Mais lorsque nous aurons fait exploser la température du globe, on pourra mettre autant de milliards qu'on veut. Merci. Merci Jacques Muller. Je suis obligé de vous arrêter parce que nous avons Jérôme Soletti qui est avec nous sur ce plateau pour nous parler d'une semaine qui va s'ouvrir toute la semaine prochaine pour mieux utiliser les médicaments et mieux les utiliser à la maison. Jacques Soletti. Tout à fait. C'est une semaine donc d'information et de dialogue sur le médicament dans lequel les entreprises du médicament vont à la rencontre des patients, des professionnels de santé, de l'ensemble finalement des publics qui sont concernés par le médicament. Et en point d'orgue de cette semaine, nous avons développé une action en partenariat avec l'Ordre national des pharmaciens et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, afin de mieux informer les consommateurs, les patients, sur les règles de conservation des médicaments à la maison. On a tous des médicaments dans des boîtes à pharmacie à la maison, pas forcément à jour, beaucoup sont peut-être périmés. Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner à tous nos téléspectateurs en la matière? Tout à fait. Alors, les conseils principaux, c'est toujours vérifier, toujours garder les notices de des boîtes qui vont avec les boîtes de médicaments, de vérifier les dates de péremption lorsqu'on réutilise un médicament, de ne pas donner ces médicaments à d'autres personnes lorsqu'ils ont été prescrits pour quelqu'un dans la famille, à un autre enfant de la famille par exemple s'il en reste. Lorsqu'il en reste, de plutôt les ramener au pharmacien que de les garder pour un autre usage parce que c'est en général pas recommandé, et si on le fait, ne pas le faire sans le conseil du médecin ou du pharmacien. Pas forcément les mettre à la portée des enfants, par exemple. Exactement, les garder dans un lieu à l'abri de la lumière, de la température et de l'humidité. On voit que les Français, dans un sondage IFOP que nous avons fait en mai 2008, pensent vraiment bien conserver leurs médicaments à 80%, et en fait on s'aperçoit que la majeure partie d'entre eux les conservent dans leur salle de bain, qui est l'endroit le plus humide de la maison, et donc l'endroit le plus déconseillé. Donc on a des paradoxes comme ça, d'où l'intérêt de cette campagne qui va permettre de reposer un certain nombre de principes, de règles de bon usage, de règles élémentaires, et une règle aussi extrêmement importante qui est de ne pas jeter les médicaments à la poubelle ou dans l'eau des toilettes. On les ramène éventuellement chez son pharmacien. Chez le pharmacien. Comme ça on peut en acheter d'autres. Éventuellement, mais essentiellement on préserve l'environnement et on permet un recyclage. Les Français correct sont des de ces grands médicaments. consommateurs de médicaments. Les Français sont des consommateurs de médicaments. De grands consommateurs, je ne sais pas, sont des consommateurs à qui on prescrit les médicaments dont ils ont besoin dans un cadre d'un système de santé qui répond aujourd'hui aux besoins des Français et aux besoins de la santé des Français. Je ne pense pas qu'ils soient de plus grands consommateurs de médicaments que les autres Européens. Par exemple, de plus en plus de médicaments génériques, ce qui est une bonne chose. Tout à fait. C'est une grande évolution de ces dernières années, nous nous en félicitons. Merci beaucoup de votre visite. On retiendra en tout cas vos conseils en matière d'armoire à pharmacie. Merci de votre visite ce soir. C'est bientôt le week-end. En tout cas, c'est la fin de ce journal de 18h. Merci d'avoir été avec nous. À suivre, Bibliothèque Médicis, présentée par Jean-Pierre Elkabbach, avec entre autres invités qui témoigneront, Patrick Chenet et l'écrivain Gilles Perrault. Très bon week-end à tous. Merci.